Voilà. So now we have to be proper. Donc, j'ai vu votre liste de questions. D'accord. J'ai devant moi ici et comment commencer avec ce sujet? Parce que nous sommes dans une époque très, très difficile, hein? Mm. Avec le virus, avec les manifestations, pas simplement aux États-Unis, mais partout sur le racisme, l'ethnocentrisme, etc. Donc, pour tout le monde, la question n'est pas comment faire tout comme avant, mais comment on peut prendre un monde qui était il est tombé en pièces, comment le rassembler effectivement pour notre avenir ensemble, hein. Mm. Donc, pour moi qui étais dans le domaine de l'interculturalisme presque toute ma vie, et j'ai 82 ans, euh, c'est néanmoins une question tellement ouverte. Mm. Donc, je voudrais commencer avec quelques réflexions sur le sujet de la culture et la diversité. Vous savez, devant moi, tous les livres que j'avais j'avais créés pendant ma longue vie, et Wow. la plupart sur le sujet de diversité ou de sujet d'interculturalisme. Mais il y a toujours une question maintenant sur la nature de la culture. Comment connaître la nature de la culture? Et vous savez, mon héroïne dans le monde interculturel, c'est une femme de Vietnam qui enseigne aux Pays-Bas. Il s'appelle Mai Nguyen. Et je peux voudrais envoyer mon critique de son dernier livre. Mm. Et c'est très important de savoir qu'au moment, même qu'on ne sait pas ce que va venir dans l'avenir, la question de la culture, c'est une question des histoires. Et qu'est-ce que je voudrais dire avec ça? C'est que le monde est créé comme nous le connaissons. Le monde est créé des histoires euh, dans lesquelles nous créons et nous créons les histoires et on crée dans la formation des histoires, nous avons formé en même temps le monde dans lequel nous vivons. Mm. Et par exemple, l'histoire de finance et de capitalisme et tout ça, c'est une histoire qui a peut-être 300 ans de l'histoire. Et l'idée de l'État national, ça c'est 400, 500 années. Et ils sont les histoires qu'il y a un sociologue français qui s'appelle Léotard, peut-être vous connaissez son nom. Euh, il a appelé ces histoires méta-récits. Ça veut dire ils sont des histoires que nous connaissons, qui nous formons et et les histoires nous formons aussi, hein. Nous sommes les créateurs des histoires et les histoires sont les créateurs de nous-mêmes. Mm. Et à cause de ça, ils sont notre réalité. Et quand il s'agit de l'interculturel, c'est très important de demander sur l'interculturel, sur la diversité, quelles sont les histoires
dans lequel nous vivons et est-ce qu'on peut changer ces histoires? Et par exemple, les manifestations aux États-Unis et dans les autres pays au moment sur le racisme, ils challengent ces histoires que nous avons, dans lesquelles nous avons passé nos vies pour 400 ans, 300 ans. Hein? Et donc, la question, ce n'est pas simplement une question des organisations, mais quelle est l'histoire d'économie, de croissance, de toutes les choses qu'on prend sans réfléchir comme notre réalité. Comment les challenger? Le plus facile, c'est de dire, OK, ça c'est mon réalité, je ne peux pas faire rien. Mais au moment, pour nous, c'est très intéressant de faire des défis vers ces histoires. Donc, vos questions ici sont très intéressantes et quand je regardais la liste, je voudrais commencer par numéro 8. Ça veut dire l'interculturel est un défi ou un levier stratégique pour les entreprises actuellement. Et la réponse, c'est simplement oui et oui. C'est un défi, hein, parce que chaque organisation a une culture et elle peut contrôler d'une certaine dimension sa culture. Et à l'autre côté, c'est aussi c'est pas simplement un défi, mais une stratégie, parce que si on change l'histoire, le méta-défi, méta-récit d'une organisation, il fait autre chose. Hein? Et il y a plusieurs de ces méta-récits dans une organisation. Il y a stratégie, il y a marketing, il y a RH et toutes des choses comme ça. Donc, pour moi, ce que j'avais pris de ce livre de Mae Gwynne, il y a deux choses. Un, c'est normalement, on a parlé des dimensions culturelles. Vous connaissez les noms de Hofstede et des autres doyens de la monde interculturel. Et à l'autre côté, par exemple, Hofstede a dit culture, c'est le software de la cerveau. Hein? Et Mae Gwynne disait, non, ce n'est pas culture, c'est le contexte. Et pour nous, ce n'est pas simplement une affaire d'identifier les inclinations, les modes de pensée, etc., les uns des autres, mais qu'est-ce qui se passe dans une certaine situation avec nous? Par exemple, je ne sais pas si je peux vraiment traduire en français, en chaque culture, il y a des sagesses qui s'opposent à des autres formes de sagesse. Par exemple, les dictons. Hein. Ma mère me disait toujours, Georges, ne dépêchez pas, hein? Haste makes waste. Ça veut dire, si je me dépêchais trop, je vais gâter le résultat. À l'autre côté, dépendant de la situation, ma mère me disait, a stitch in time saves nine. Ça veut dire, si vous avez une petite, comment dit-on, fissure, si vous avez un petit trou ou une petite chose, il faut tout de suite le réparer parce que
Si vous attendez, ça va devenir plus en plus Élargir. Oui. sérieux. Donc, je vous donne ça comme un exemple que dans la même culture, dans la même personne, c'est le contexte qui appelle à nous, qui nous donne la motivation d'appliquer des certaines valeurs, des certains comportements, des certains mots de notre part. Ça, c'est la première chose que McGuinn a fait. Donc, les dimensions, ils sont peut-être un point pour commencer, pour comprendre une culture, mais c'est très important de connaître les contextes plus que ça, parce que la même personne peut se comporter totalement différente, dépendant de la contexte. La deuxième chose qu'elle a fait, elle a souligné le fait que la plupart de notre travail dans le monde interculturel de diversité, la plupart de nos efforts sont vers éviter des fautes, éviter des conflits, éviter des malentendus entre tu et moi. Nous sommes certainement des différentes cultures, c'est vrai, mais si on cherche toujours quels sont les problèmes, je ne nie pas que les problèmes vont surgir. Non, 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 c'est pas ça. Mais la première orientation doit être comment trouver les valeurs, les pouvoirs, les idées, la sagesse qui existent dans votre culture et la mienne. Ça, c'est la première chose. Parce que si je voudrais vous... oh mon Dieu, toujours les téléphones. Je suis dans une téléconférence, Christine. Je vous rappelle. OK, merci, au revoir. Le problème avec le quarantine, c'est que je suis ici seul. Donc, en 2 minutes, on va frapper à la porte. Mon portable va sonner et tout ça et tout ça. Et le monsieur qui est en train de reconstruire son maison à côté, il a 2 charpentiers qui font bam bam. So, je demande votre patience avec mon environnement. Oh, ça va. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous étiez en train de dire que chacun de nous doit reconnaître les valeurs de l'autre, bien qu'on ait des conflits. Oui. Donc, c'est ce que m'étonne de son travail, c'est qu'il faut être positif. Hein? Positif. Et ça, pour nous, c'est un problème, spécialement au moment. Bien avant l'arrivée de la pandémie, il y avait comme une levure de populisme dans beaucoup de pays, hein, de tribalisme. Hein. Et ça vient du fait que la culture, dans mon définition de la culture, c'est les stratégies, les conversations, les histoires que nous créons pour survivre dans notre propre environnement. D'accord. Ça, c'est mon définition de la culture. Ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous nous comportons pour survivre dans notre environnement. Et alors, notre environnement se change. Se change dramatiquement. Hein. Ce n'est pas soudain, mais le globalisme, OK? Je travaille. Vous êtes d'où dans votre origine? Du Congo.
Le Congo, OK. Moi, je suis d'origine d'Amérique, j'habite en France, vous faites vos études en France. Il y a cet énorme mélange qui est très enrichissant à une côté et pour beaucoup de gens, c'est un défi, c'est un danger. Hein? Mm. Et à cause de ça, ils cherchent, euh, ils sentent que c'est un danger. Hein? Mm. C'est dangereux que les pauvres Français, voilà, un fan de Congo, un Américain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? C'est comme ça sur les questions. Hein? Ouais. Et à cause de ça, et des autres choses, ils commencent à taper encore en bas. Euh, à cause de ça, il y a cette levure de populisme, de tribalisme, de Mm. nous versus elle, eux. Hein. Mm. Et à cause de ça, c'était bien en route. Mm. Et vous pourriez le voir dans la politique et les élections des strongmen, comme on dit, des dictatoriales, Mm. dans beaucoup de pays. Hein. Mm. Et quand les gens se sentent menacés, ils reviennent aux plus anciennes pensées, stéréotypes, jugements, etc. Mm. Ils pensent le pire, le plus dangereux. Donc, il faut être avec les gens qui sont totalement comme, que je pense sont totalement comme moi. Mm. Et avec le virus, ça c'est de plus en plus fort. La croissance de cette peur, de ce tribalisme est énormément aidé par ça. Mm. Et en même temps, il y a beaucoup de politiciens dans le monde qui prennent avantage de ça. Ils, 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 ils pensent que leur succès dépend de la peur que son peuple a des autres. Vous comprenez ce que je dis ici? C'est très, Oui, oui, c'est oui, je très comprends. important. Hein? Et pour les organisations, je sais que vous êtes intéressé dans les organisations, mais c'est très important de connaître l'environnement culturel dans lequel ces organisations se trouvent. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? La plupart de notre travail, c'est de, à mon avis, hein, et ça c'est mon mission dans ma vie. Vous avez peut-être vu mon site web et Oui. je crée des jeux qui invitent les gens à jouer, à connaître les uns les autres, partager leurs histoires, partager leurs spécialités et tout ça. Et ça va faire deux choses. Ça va minimiser le peur les uns des autres. Mm. Et le deuxième, ça les invite à comprendre le monde plus riche, Mm. que je serai plus riche pour ma connaissance de votre vie. Hein? Que je partage mon histoire et vous partagez votre histoire. Nous avons une action en commune. En même temps, ça change peut-être, ça enrichisse la compréhension les uns des autres. Et je veux dire, et je peux dire, merci, Mm. vous êtes là. Donc, ça c'est très général, mais pour moi, ça c'est la mission de mon travail dans l'interculturel, dans les jeux ou les formations que je fais. Donc, l'autre chose qui était, et vous avez mentionné dans vos questions, l'autre chose qui est très, très importante, c'est cette question de comment notre cerveau, notre système fonctionne. Et
nous avons appris beaucoup des nouvelles recherches de les trouver des sciences comment dit-on, neurologisme, la science du cerveau, hein, la psychologie de comment ça marche vraiment. Et la première chose pour l'importance, dans son importance pour la formation, pour le travail, pour la diversité dans les organisations et entre les gens, c'est de contrôler ou peut-être gérer le système automatique de notre pensée. Et ils ont créé, et vous avez entendu certainement ces mots encore et encore et encore et encore, on se répète, unconscious bias. Cette bias, c'est ce préjugé inconscient. Et je n'aime pas ce mot. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Préjugé. Préjugé, ok. Et c'est une fonction normale de notre système, notre cerveau, quand nous regardons quelque chose, immédiatement, notre cerveau nous donne une explication sur ce que c'est cela. Est-ce que c'est bon ou mal? Est-ce que c'est joli ou laid? Toutes ces choses sont automatiques et ils viennent d'une certaine bibliothèque que nous avons formée et qui nous était donnée dans notre formation pour comprendre le monde. Et quand il y a dans ces préjugés des choses négatives, pas vraies, il nous faut attendre de ces discussions que nous avons avec nous-mêmes dans toutes les situations. Et c'est ça, pour un individuel, de bien connaître comment gérer ce système automatique. Je n'aime pas le terme bias en anglais, préjugé en France, parce que c'est un préjugé. Et si je vous demande quels sont votre préjugés de moi, c'est un peu, vous disiez, elle ne m'aime pas, elle a peur de moi, elle a toutes ces choses. Hein. Et à cause de ça, je ne peux pas changer ça. Ça, c'est répandu mondialement, cette idée de préjugés, de hidden bias automatique. Je ne peux pas changer le système, c'est trop grand, c'est trop répandu. Mais il faut, quand je travaille avec les gens dans les formations, dans les classes et tout ça, il me faut demander qu'ils entendent que ça, c'est pas un système mauvais, c'est les histoires qui... Il est là pour nous sauver. Hein? Il est là pour nous connaître le monde, connaître à quoi faire le prochain, etc. Et ça peut sauver nos vies. Mais à l'autre côté, cette accumulation de tous les préjugés, beaucoup ne sont pas vrais. Ou la situation, le contexte est changé et ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas dans cette situation. Donc, la formation interculturelle, la compétence interculturelle, pour moi, commence pas simplement dans la connaissance des valeurs de l'histoire, des cultures, des cuisines des autres pays, c'est de savoir ma propre culture, les histoires que je porte, qui interprètent le monde pour moi, et de les mettre à côté pour entendre l'histoire des autres.
Et c'est la même chose pour les autres. Hein. C'est pas mon culture est vraie et votre culture est vraie. Ce sont tous nos meilleurs efforts de survivre dans notre environnement. Mais notre environnement change. Il y a des gens, il y a des gens de Congo et des États-Unis qui se parlent les uns les autres automatiquement en France. Hein. Non, c'est ça. Hein. Ça, c'est normal dans notre monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que les organisations peuvent faire? C'est très important d'avoir un système d'éducation, de formation, de leadership qui connaît cette dynamique de comment nous fait nos préjugés. Et je l'utilise quand je parle en anglais, je n'utilise pas le mot préjugé ou bias. Hein. Je parle des frames. Ça veut dire les mots autour d'une peinture. Le mot en français pour le frame. J'ai une peinture et il y a de bois autour de c'est un rameau. Le cadre, un cadre. Cadre, c'est ça, c'est le cadre. Parfait. Vous savez, la culture, m'a donné un cadeau, un mot que je ne connais pas en français. Si, vous m'avez enrichi en ce moment-là de votre différence et de votre expérience. Donc, j'utilise le mot cadre en anglais, frame, parce que il n'y a pas un sens de jugement là-dedans. Ça veut dire, quand je regarde quelque chose de nouveau, ou quand je rencontre une autre personne que je ne connais pas, mon cerveau me donnait des anciens cadres, pour connaître ce que c'est. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais il me donne une première interprétation et c'est à moi de demander est-ce que ça c'est correct ou est-ce que je peux l'enrichir, est-ce qu'il me faut changer, est-ce qu'il me faut abandonner, est-ce que ça s'applique dans cette situation ou non. Donc, la plupart comme je vois, le plus important pour les bons leaders et pour les formations de gens dans les organisations, c'est cet effort de leur laisser connaître eux-mêmes, connaître leur cadre habituel et connaître comment se challenger ou simplement examiner le contenu de ces cadres en face de la diversité. Donc, on peut changer beaucoup de règles, mais sans ça, rien. Ça veut dire, par exemple, le mouvement de diversité était partout dans le monde, mais c'était le plus fort, je pense, au commencement aux États-Unis, le Diversity Movement. Hein. Vous savez, ces livres derrière. Vous pourriez lire les titres? Oui. Les titres des livres derrière de moi? Oui, oui. Oui, c'est bon? OK. La plupart sont sur diversité. Comment travailler les uns avec les autres. Et cet travail, donc, il est aidé par la présence des autres gens, l'inclusion. Hein? Par exemple, il y a des lois contre le préjugé dans l'employement des gens dans un certain... contre les discriminations, je pense. Discrimination, oui. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, un vrai problème qu'on a trouvé dans plusieurs organisations, ils ont au moment des intelligences artificielles, des algorithmes pour rechercher les CV des gens, par exemple. Et les préjugés des gens qui ont créé ces systèmes, ces algorithmes, et préjugés.
Et à cause de ça, le préjugé est fait avant qu'on fait la connaissance de quelqu'un personnellement. On est interview. Il était recherché bien qu'il y a des problèmes avec des algorithmes comme ça qu'on utilise pour le RH, pour le marketing, pour beaucoup de choses. Donc, même qu'il y a une loi qu'on ne peut pas discriminer contre cette groupe ou cette groupe ou cette groupe, hein, c'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement un petit commencement, mais ça ne réussit pas sans le changement de mentalité, sans l'acquisition des comportements nécessaires pour regarder nos cadres, comment ils fonctionnent et quand ils fonctionnent, comment les interrompre et ouvrir son mentalité à des autres personnes, des autres situations, etc., les autres contextes pour déterminer quelle est la meilleure chose à faire. Et une grande partie de ceci, c'est aussi dans beaucoup de formations, il y a des lectures, il y a des exercices pour augmenter notre capacité d'écouter, d'entendre les autres. Ça, c'est très important. C'est dans les habiletés qu'il faut bien enseigner dans ces circonstances. Donc, je vous ai donné jusqu'à maintenant, je parle, je suis bavarde, mais je vous ai donné ce que je pense est le vrai corps de le travail qu'il nous faut faire. C'est la capacité des gens d'abandonner leur peur, d'ouvrir leur cerveau à recevoir des autres possibilités que ceux qui sont trouvés dans les cadres avec lesquels ils étaient éduqués ou ils sont arrivés jusqu'à maintenant. Et ces méta-récits, ils sont très forts, mais même que les méta-récits nous ont créés, c'est nous que les créés au même. Hein? Ça veut dire nous sommes dans nous sommes les clients et les consommateurs et en même temps nous sommes les fournisseurs de ces histoires pour notre ambiance et pour l'avenir. Bla, bla, bla. Vous avez des questions meilleures parce que je pense que c'est assez. Je vous ai partagé ce que je trouve le plus important et ce que me motive dans mon travail pour l'université. Je pense que j'ai répondu peut-être à une, deux questions, mais vous avez dit. Non, vous avez répondu pratiquement à tout, en fait, en globalité. J'ai eu les réponses sur les préjugés, les stéréotypes. Ça, j'ai les réponses. Ah oui, hein. Juste que je voulais savoir, est-ce que actuellement, vous pensez que les entreprises ici en France, bon, pas que les entreprises, est-ce que l'interculturel ici, il est présent ou il a été présent ou il est en train de devenir présent comparé par exemple aux États-Unis? Répétez, s'il vous plaît. J'ai perdu, c'était pas exactement fort. Lentement, parlez lentement pour moi et répétez les questions. D'accord. Donc, je disais, est-ce que selon vous, vous pensez que, votre avis à vous, est-ce que vous pensez que les entreprises françaises ou encore, je peux dire, la population, l'environnement français a intégré l'interculturel comparé aux États-Unis?
ou ils sont encore au début de la phase d'intégration? C'est une très bonne question et à l'autre côté, c'est une question qui a besoin il me faut dire, à commencer, il me faut dire que c'est pas vraiment bon de faire une comparaison entre les deux pays. Mm. Chaque pays a ses propres histoires. Mm. Euh, par exemple, en France, c'est dans le gouvernement, dans comment, census, dit-on, quand on compte la population. Les élections? Mm. Et, Le contact avec la population? non, non, par exemple, aux États-Unis, tous les 10 ans, Mm. il y a ce qui s'appelle un census. Ça veut dire il y a des gens et il y a maintenant emails et tout ça, que les gens déclarent combien de personnes habitent dans ma maison, quelle est mon nationalité, quelle est mon race, quelle est différentes questions pour ramasser des informations sur l'état de la nation. Je pense que ça s'appelle recensement, un recensement. Recensement, OK. Mm. En France, c'était pas permis de demander des questions d'ethnicité et de race. D'accord. Oui, OK. Aux États-Unis, il faut déclarer, je suis caucasien, je suis noir, je suis Mm. latino, je suis... non? Mm. Et il y a certainement des diversités dans les deux nations. Il y a certainement des problèmes de préjugés. Mm. Mais ça dépend encore, à mon avis, ça dépend de la possibilité pour les gens à connaître les uns les autres. Mm. Par exemple, OK, j'habite dans un appartement ici et si je regarde dans mon niveau ici, il y a un policier français, il y a une mécanique français qui est marié avec une femme noire avec des enfants mestizos. Il y a une Vietnamienne qui est technicienne. Il y a une autre famille de Pays-Bas, etc. C'est simplement ici, dans ce petit édifice la femme qui habite au-dessus de moi, elle est marocaine. Et les questions de diversité, c'est difficile à comparer parce que, par exemple, le problème avec les États-Unis, c'était l'esclavitude. Hein? Mm. Qu'il s'agit de gens d'Afrique, il était apporté ici par les Arabes, par les Hollandais, ils sont vendus par les Britanniques dans le sud des États-Unis, plus ou moins. Mm. Et à cause de ça, il y a une question de 400 années de problèmes avec la race dans les États-Unis. Mm. En France, il y a un petit peu de ça. Mais le problème pour la France, c'était son colonialisme. Hein? D'accord. Et vous êtes de Congo, c'est Belgique, le Léopold était le Non, criminel des âges. Hein? moi c'est le Congo de la France, en fait, colonie française, parce qu'il y a deux Congos, en fait. Oh oui, oui, ok. Bon, Mm. oui, parce que c'est la même chose. Mais néanmoins, c'est pas la même chose, mais ce que je voudrais dire, c'était un exemple qui est valide. Mm. Mm. Donc, pour, pour Angleterre, France, peut-être Belgique, mais
la question de ils ont hérité des problèmes de leur expérience coloniale. Et même aujourd'hui, c'est une question de politique dans ces choses. Pratiquement, les choses qu'il faut faire sont les mêmes, hein? Les choses de nous mettre en charge de nos histoires, hein? Et comment nous voyons les autres, de contrôle de nos cadres pour le monde. Donc, je pense que comment on fait ça en France et comment on fait ça aux États-Unis, c'est plus quand même le même processus. Mais la politique, les mouvements, les manifestations et tout ça, ils sont des choses différentes. Hein. Aux États-Unis, les différences de classe sont énormes en comparaison avec l'Europe. Hein. C'est incroyable. Les services sociaux, etc., en France, en Allemagne, Pays-Bas, les autres pays sont beaucoup mieux pour tout le monde. Pas parfait. Et il y a des préjugés dans le système aussi. Hein. Et il faut regarder le système pour savoir quels sont les préjugés, les cadres qui sont ils sont construits dans le système même. Hein. Comme nous examinons nos propres cadres, il nous faut ensemble regarder les cadres qui existent dans les différents systèmes. Si c'est le système politique, c'est le système santé, c'est le système n'importe quoi. Hein. Donc, à cause de ça, je ne veux pas vraiment comparer France et les États-Unis. Chacun a ses valeurs et chacun a ses problèmes. Hein. Il faut les identifier un à l'autre. Et je peux raconter une petite histoire. Par exemple, j'habitais en France maintenant il y a 25 ans. Et avant ça, j'étais aux Pays-Bas pour 4 ans et avant ça, en Allemagne. Et donc, j'ai passé la moitié de ma vie en Europe, hein, la dernière moitié de ma vie. Mais j'étais très actif, comme vous voulez, dans mes publications dans l'université aux États-Unis avant ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup des efforts dans les États-Unis et cette approche à la diversité était répandue dans les autres pays. Première, en Angleterre. Pourquoi? Parce que la langue était compréhensible entre les deux. Hein? On parle anglais, on parle... Well, you can speak English up there with an accent from the people. Mais c'est intéressant. Hein? Mais néanmoins, l'influence de l'anglais comme lingua franca est énorme dans le monde. Hein? Donc, beaucoup des idées, je pense que l'approche après Angleterre, ce sont les Allemands qui ont utilisé les concepts américains de la diversité. Pour la plupart, il y a quelques-uns en France qui essaient de faire la même chose, mais ça ne marche pas tout le même. Hein. J'étais employé par une grande organisation agriculturelle américaine pour faire des ateliers, des workshops en Europe sur la diversité. Et
il était immédiatement évident que on ne peut pas imposer le système et les procédures des États-Unis en Europe. Ça ne marchait pas. Donc, et le problème, c'est il n'existait pas un mouvement authentique avec qui utilise les valeurs de la culture en France ou dans les autres pays européens pour vraiment former leur propre approche à ceci. Et à mon avis, ça manque encore. Ça manque encore. Il y a certainement un désir dans les organisations, à une côté, d'être une bonne organisation pour les employés, et deuxième, d'avoir crédibilité dans leur système global, de leur marché global, des autres pays, etc. Mais il me faut dire que, à une côté, même que nous avons passé beaucoup d'efforts, on n'a pas changé assez. Et c'est évidemment le cas quand vous voyez les manifestations d'aujourd'hui. Et je pense que la concurrence, ce n'est pas un accident, hein, par exemple, parce qu'à cause de le virus, par exemple, 20% de la population ne travaille plus. Les gens ne peuvent pas se rencontrer. Évidemment, on essaie de une réouverture du système, mais on ne sait pas si ça va être catastrophe ou ça va réussir. Hein. Mais on fait le choix à cause de la douleur de l'économie et les hasards politiques et tout ça. Donc, c'est mon espoir qu'on peut utiliser ce moment de désintégration, de ramasser les morceaux, les pièces utiles pour peut-être trouver maintenant une occasion pour une grande revitalisation de notre situation humaine. Et c'était parce que ça a ouvert la situation du monde de l'écologie, par exemple. J'étais étonné après 1 mois et demi de le lockdown de quarantaine chez nous. Je trouvais l'air est plus fraîche. Les oiseaux sont plus numéros. Hein. D'accord. Même les, comment ça c'est, porcs sauvages. Les porcs sauvages, c'est comme... Ah oui, oui, comment ça s'appelle? Vous aussi. Hein. Les sangliers. Les sangliers. Ils passent de temps en temps dans le rue ici. D'accord. Donc, juste une dernière question. Seulement? OK. Outre le fait qu'on fasse une analyse de soi-même pour éviter les préjugés des autres, est-ce qu'il existe un autre moyen, surtout lorsqu'on est manager, par exemple, dans une entreprise où il y a plusieurs cultures, est-ce qu'il existe un autre moyen pour pouvoir éviter ces conflits culturels? Oui, il y a plusieurs. Un, c'est dans la formation
Par exemple, je fais les jeux qui laissent les gens connaître les autres. Donc, dans la formation, il faut utiliser des expériences qui font un vrai mélange de le participant et qui demandent un certain échange de leurs histoires. Deuxième, il faut soigneusement établir les procédures pour changer les irritations qui réfléchissent ces cadres, ces préjugés. Par exemple, dans un de mes livres, c'était développé chez nous dans notre organisation quand j'étais aux États-Unis. Nous avons établi une chose qu'on appelle la ouch technique. La technique awa. Et ça veut dire que, par exemple, si on utilise les mots qui sont ennuyants aux autres gens, d'accord. il faut leur laisser savoir ça. Mais il faut aussi savoir que les gens ont parlé avec ces mots toute leur vie et ça ne change pas. Pour moi, la question de travailler avec la diversité, c'est comme peler un oignon. Hein? On prend comment dire, layer, une partie et c'est la même chose un peu plus petit. Et on prend une autre et c'est la même chose un peu plus petit. So, et vous pleurez tout le temps. Non, c'est mon métaphore pour le travail interculturel. Hein. C'est l'oignon. Donc, nous avons décidé dans notre groupe, si dans la conversation, on dit quelque chose qui ne passe pas, ce n'était pas le moment pour une grande accusation, vous êtes préjugé et tout ça, parce qu'on sait ça. Mais on dit, par exemple, je parle avec les gens dans mon bureau et ils sont 3 femmes, un mec et moi. Okay? Et je disais, well, as you guys know, comme vous savez, mais le mot guys, c'est masculin. Et la plupart des gens qui m'entendent sont des femmes. Donc, nous avons décidé, si je parle comme ça, on dit awa, ouch, hein? Et c'est tout. On ne discute pas. On sait simplement que, il me faut améliorer comment je parle avec les autres. Donc, il faut avoir des petites procédures comme ça qui ne sont pas, qui ne créent pas un grand risque ou une grande dispute sur la situation, mais simplement laisser savoir les uns les autres ce qui ne marche pas entre nous. D'accord. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas simple. Oui, il y a les organisations doivent bien rechercher tout leur processus, s'ils sont ouverts, s'ils ne sont pas préjugés pour les RH, pour le marketing, peu n'importe. Mais à l'autre côté, pour la vie quotidienne, quand nous travaillons ensemble, il nous faut avoir des petites choses qu'on peut faire pour améliorer avec bonne volonté ce que nous faisons qui ne marche pas bien pour les autres gens. D'accord. Quand j'ai fait, puisque je suis sur mon mémoire, en tant que manager, j'ai vu qu'il y avait une différence. Par exemple, si je vais m'expatrier, par exemple, m'internationaliser au Vietnam, par exemple, mes employés, mes collaborateurs,
s'ils veulent me faire une remarque, ils n'ont pas le droit de me faire la remarque directement. Oui. Ici en France, les collaborateurs ont le droit de le faire. Maintenant, j'aimerais juste savoir en tant que manager, si je dois m'internationaliser dans n'importe quel pays. Donc, en fait, c'est moi en tant que manager qui dois m'adapter à la culture du pays où je dois donner en fait ma culture à moi, à l'entreprise, en fait, aux collaborateurs. Très bonne question. Il faut avoir encore développé les techniques pour cette situation. Certainement, OK. Si je suis en France, j'habitais ici il y a 20 ans, mais au commencement, les premiers 2 Américains, tout le monde parle de l'Américain. L'Américain qui vit là. Hein? Donc, ça vient avec tous les préjugés sur les Américains. Vous allez dans un autre pays, OK? Si vous avez, par exemple, vous arrivez en Vietnam, voilà, comme chef, première, vous êtes femme, et ça s'améliore bien en Vietnam au moment. Il y a beaucoup de femmes qui sont. Vous êtes un autre pays, vous êtes une autre race. Et il faut savoir que c'est pas exactement difficile, mais vous avez parlé de la question de, par exemple, vous êtes le chef, on ne dit rien au chef. Hein? Donc, il y a encore, ça c'est une grande partie de l'enseignement interculturel pour la compétence interculturelle. Par exemple, j'avais beaucoup travaillé en Indonésie, en Malaisie, Hong Kong, etc. pendant les années. Et par exemple, en place, par exemple, vous êtes malaisien ou indonésien dans mon groupe, hein, et vous avez un beaucoup plus grand respect pour moi. C'est une valeur pour le chef ou en ce cas-ci, le professeur. Et à l'autre côté, vous avez aussi un grand peur de faire une erreur devant les autres gens pour ne pas perdre face. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'avais une question que je pense être un peu délicate, en place de vous demander, par exemple, si vous êtes étudiant dans ma classe, je peux dire Alfonsina, qu'est-ce que tu penses de la position de femme dans cette organisation? Bon, c'est difficile. C'est difficile, hein? Ce que je faisais, je sais, si par exemple, on a envoyé en place de moi comme professeur une femme professeure, qu'est-ce que les gens ici vont penser? Donc, je ne demande pas qu'est-ce que tu penses, je demande en général, et normalement, les gens vont donner leur propre opinion dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est pas le chose, mais il faut, dans notre formation pour les diversités, pour les managers, pour la RH, pour les leaders, de leur donner des petites approches qui vont surmonter les valeurs qui sont probablement en place dans un contexte comme ça. Ou, par exemple, feedback. Hein? C'est important pour donner du feedback. Comment vous le faites? C'est important. Si vous le faites avant par exemple, j'ai donné des programmes pour, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande chaîne d'hôtels qui sont Sahidjaya en Indonésie. Et le management était américain dans un certain hôtel.
Et ils ont fait une pratique qu'on trouve souvent aux États-Unis. Ça veut dire il y a l'employé de le mois. So, chaque mois, ils ont choisi quelqu'un qui a bien travaillé et ils mettent le portrait et un petit, et peut-être un petit cadeau et aussi quelques descriptions de son travail sur le mur de l'hôtel. Et en Indonésie, ça ne marche pas tout. Cette personne est totalement pas acceptable dans ce groupe. OK? Donc, Ok. pour les Américains, c'était feedback positif pour motiver les gens qui travaillent. Pour les Indonésiens, c'était un péché mortel contre l'esprit de l'équipe, la collaboration entre eux, etc. Donc, il est très important de ramasser quelles sont les techniques à utiliser dans les différentes situations culturelles et les contextes. C'est, par exemple, le contexte pour feedback n'était jamais dans le groupe dans ce pays. Hein. Et à l'autre côté, si j'ai des feedbacks importants pour quelqu'un, je le prends à côté, en privé, et je lui donne soigneusement selon la culture ce qu'il faut savoir dans cette situation. J'avais une autre expérience que j'aime beaucoup, c'était j'avais le boulot, un client qui était des bateaux qui livrent les différentes choses entre les ports. Je ne sais pas comment dire en anglais le nom de c'est une compagnie de bateaux qui prend ici de l'huile et laisse ici et revient avec des oranges. Le commerce des mers. Hein. Et c'était une organisation scandinave. Et la plupart des capitaines et les gens qui étaient en charge dans le bateau sont des Scandinaves, ou des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais, etc. Et à l'autre côté, la plupart des marins étaient des Philippines et Amérique latine, etc. Et c'était très difficile pour les Scandinaves de connaître comment ça marche avec les différents gens. C'est à cause de ça que moi et une femme des Philippines, on fait des formations pour eux. Mais par exemple, il y a un homme qui avait un problème chez lui dans les Philippines. Sa mère et sa sœur sont hospitalisées. Okay? Il a besoin d'argent pour le vendre et il voudrait avoir son paiement. Normalement, ils sont payés tous les mois. Hein? Et donc, il voudrait une avance, son paiement pour ce mois. Il n'approche le capitaine pas du tout. Il trouve son ami qui était plus senior que lui pour parler au capitaine dans sa part. Et cet mec est arrivé avec une bière avec le capitaine et il disait vous savez, Marcello a beaucoup de problèmes chez lui. Le capitaine dit, oh, c'est sérieux. Oui, son femme et
sont hospitalisés et il n'a pas les ressources et il a besoin d'argent pour le sauver. Et le capitaine disait, oh, c'est très mauvais ça. Je suis, je suis comblé de sympathie pour lui. Ce qui se passe, le marin approche le capitaine directement. Il fait par un ami et ça a aucune, le capitaine n'a aucune connaissance que ça c'était une demande. Okay? Parce que dans les mots de son ami qui approche le capitaine, il a disait la situation et il pense que le capitaine doit savoir ce qui se passe. Mon Dieu, si je vous ai dit, petit moment. Oui, allô? Mirka, I am on a teleconference at the moment. Can I call you back in about 15 minutes? OK. Bon. À plus. Slovaquie. Non, c'est une femme qui est en train de créer un jeu pour les migrants en Slovaquie et la République tchèque. Bon, OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, je parle de cette situation parce que le capitaine, il a un bon cœur. Et si on lui demandait, monsieur, j'ai un grand problème, est-ce que je peux avoir mon paiement aujourd'hui en place de fin de mois? Je disais, oh, certainement, si vous avez un problème, ce n'est pas de problème. Mais le capitaine n'a aucune connaissance de ce qui passait dans cette situation. Donc, il faut avoir certainement on n'est jamais assez parce que la culture est toujours là, elle est en marche et il faut regarder soigneusement et demander des informations. La chose que je trouve le plus important, moi, si vous êtes expatrié dans un autre pays, le plus important personne que vous pourriez avoir à côté, c'est ce que j'appelle une local interpreter. Ça, c'est pas simplement la langue, mais c'est interpréter la culture pour moi. Quelqu'un qui connaisse mon culture et la culture où je suis allé. Et utilise bien. Ah, j'ai un problème. J'ai un problème. Donc, certainement, il faut changer il faut examiner les histoires, créer les processus et les procédures dans les organisations. Mais le plus important, c'est de savoir comment les préjugés, comment les différences sont peut-être pour éviter les malentendus, mais aussi pour connaître la richesse que les gens apportent à nous à cause de leurs différences, à cause de leur propre histoire, etc. D'accord. Est-ce que vous aurez quelques livres à me conseiller pour pouvoir approfondir mes connaissances dans ce domaine culturel et comment gérer les conflits interculturels? En français. En français ou en anglais? Ah oui. Well, le plus important, c'est cette femme que je vous ai donnée, May Gwynn. Je vous donne tout de suite, petit moment. Vous êtes ouvert avec votre chat? OK, je vais vous donner mon... c'est où ça? May. C'est bon, regardez si je peux. Hop, pas ça.
Mais ici, c'est moi. C'est bon, regardez si ça marche. Il change cette Zoom tous les jours. Hein. Chat. OK. C'est bon, regardez si je peux simplement. Ah, voilà. Vous voyez, je vous ai envoyé dans le chat, il y a un petit lien. Non, je sais pas. Il disait Gwynmai. C'est pas là? C'est mon essai autrefois. Ordinateur. Desktop. C'est mon regarder. C'est review. OK. OK. J'ai envoyé encore. Vous voyez maintenant? Dans le chat. Non. Vous pourriez me l'envoyer après avec la vidéo, c'est pas grave. Parce que Je peux le faire par email. Hein? Mais oui. je ne comprends pas. Il disait qu'elle est là. Et il faut simplement cliquer pour ouvrir dans le chat. Non, je n'ai pas reçu. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est n'importe. Je vais vous envoyer par email. Hein? Oui. J'ai une question parce que depuis qu'on a commencé, on a parlé beaucoup plus des avantages de la diversité culturelle. Oui. Est-ce que cette diversité culturelle a aussi des limites? Je ne sais pas sûr. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que je peux accepter des autres? Oui, au fait, de ce que j'ai compris, c'est que la diversité, l'interculturel dans une organisation a beaucoup d'avantages parce qu'on apprend de l'autre, ça nous enrichit de plus. Et de ce que j'ai vu, ça donne une forte compétence pour l'entreprise. Mais est-ce que cette diversité peut avoir des limites? Est-ce que dans le cas contraire, elle peut emmener l'organisation à d'échecs, au fait? C'est une bonne question. Vous avez demandé là les avantages et selon certaines recherches, les gens qui ont les organisations qui ont maîtrisé leur diversité, ils font meilleure économie et meilleur profit que les autres organisations. Si quelqu'un gère la diversité bien, normalement, la valeur de l'organisation, son bourse, son marché sont améliorés. Je pense que le problème, s'il y a des conflits à cause de ça dans l'organisation, donc ça c'est problématique et ça va coûter. Mais normalement, s'il y a un conflit, il s'agit des préjugés ou des systèmes qui ne marchent pas pour tout le monde. Hein. D'accord. Donc, à mon avis, c'est vous savez, je trouve c'est énormément intéressant. Normalement, j'ai quelques gens qui travaillent avec moi ici, mais après le virus, ils sont partis et on travaille virtuellement ensemble. Mais moi, j'apprends beaucoup plus de mes stagiaires que je suis certain qu'ils apprennent de moi. Je ne sais pas, mais Oui. la richesse de connaître les gens.
des autres générations, etc. Et par exemple, je suis très heureux de vous donner une interview, même que ma français est pénible, mais je voudrais savoir, je voudrais rester en contact et savoir ce que tu fais avec ça et qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, dans cette situation. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas simplement parce que c'est intéressant, mais euh, euh, que j'étais dans la diversité, dans le travail, dans mon boulot pour des années et des années. Tous les jeunes gens viennent à moi et Georges, qu'est-ce qu'on va faire pour entrer dans le domaine? Et je dis, j'ai aucune idée parce que j'ai entré il y a 15 ans, 50 ans et je ne parle pas comme ça, mais ça, c'est la conversation dans ma tête. Hein. Euh, Oui, oui, je pense que j'ai des choses à partager, certainement, mais à oui, l'autre côté, ce que vous allez confronter dans la vie sera beaucoup différent que ce que j'avais confronté. oui, oui. Je veux partager des choses qui ont travaillé pour moi, pour être ressource, mais peut-être ça dépend du contexte, hein, si ça Mm, marche, si ça ne marche mm, pas. d'accord. Donc, Donc, parce que j'ai vu beaucoup de cas d'entreprises qui ont échoué en s'internationalisant parce que justement, ils n'ont pas pris en compte ces diversités culturelles et tout. Donc, je, de ce que je retiens, je peux dire que la diversité culturelle a beaucoup plus d'avantages que de limites. C'est ça que je peux retenir. Et ben, euh, juste, je me pose la question en tant que manager, par exemple, je suis dans une entreprise multiculturelle. Ça veut dire que chacun a ses croyances, chacun a sa religion, chacun a... Si je me retrouve dans un cas où je dois, par exemple, je sais que la religion musulmane doit prier, par exemple, tous les vendredis. Ils doivent avoir leurs propres heures. Je me retrouve dans ces situations. Comment je dois faire accepter ça aux autres au moment de la prière, au moment où je peux les donner le temps libre, au fait, pour faire leur prière. oui, il y a beaucoup d'organisations qui ont une chambre pour ça. Mais Et, est-ce que c'est facile? Les autres, ils acceptent ça facilement? oui, Est-ce que ça ne crée pas des conflits? Ou bien il faudrait d'abord que je passe d'abord au processus de formation, c'est-à-dire de les former, de les faire accepter les autres, les croyances et tout, avant de pouvoir planifier ce truc. oui, oui. C'est souvent que euh, les organisations qui prennent conscience de la diversité, ils donnent les ressources pour les gens pour être chez eux dans l'organisation. Je connais plusieurs organisations. Il y a une chambre qui est une chambre de prière pour les musulmans. C'est une chambre où s'utilise comme chapelle pour les catholiques et tout ça. Hein. Mm. Euh, Parce que j'ai eu à traiter un cas, mais j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Que pendant le ramadan, il y a disons un salarié qui demande un mois de congé pour ça. Et quand j'accorde, ça crée un conflit. Parce que les autres se disent pourquoi l'autre, il a droit à ça et pas nous. oui, voilà, je ne sais pas, hein, mais il y a des vacances pour tous les autres. Ça dépend. Hein, C'est juste qu'il par faut... exemple, j'ai travaillé dans les Émirats. Dans les Émirats, et c'est énormément chaud. Hein. Le Ramadan, ils ont changé l'horaire que les gens travaillent
nuit en Ramadan. Ah, Par exemple. Et ça, c'était Bouygues, hein, une organisation française. mm. J'ai Ah, travaillé avec eux c'était incroyable, ce groupe, parce que Bouygues, le management, c'était plus ou moins français, et le prochain niveau, c'est des gens d'Inde et aussi des Philippines, et Égypte et autres pays musulmans. mm. Toute cette force donnée. Et il disait, OK, c'est impossible pour les gens de travailler toute la journée sans manger quelque chose. On va travailler la nuit. Mm. Ils se sont adaptés à la culture du Oui, pays, en fait. exactement. Ah, d'accord. Et ça marche. Hein. Mm, Il faut utiliser l'imagination, mm, la créativité mm, euh, et bien expliquer à tout le monde ce qu'on fait. Hein. mm. Euh, et manifester une ouverture pour les démons des différentes cultures, hein, Je vois. afin que les gens ne soient pas jaloux les uns des autres. Hein. Mm. Ok. Merci beaucoup. De rien, c'est très très bon. Et j'ai une question pour vous. Okay? Oui, J'aime beaucoup les mots. Okay? Et d'accord. je fais un atelier aussi sur les noms des gens. Mm. Et je voudrais bien savoir si Alcina, Alfonsina. Alcina est un nom dans la famille, vous êtes nommé après quelqu'un ou comment est-ce qu'on trouvé ça? Ma grande-mère, elle s'appelait Alphonsine. Ah, ok. Et donc, mon père a décidé de m'appeler Alfonsina. Ah, voilà, voilà. C'est similaire pour moi. Mon père était Georges Mhm. et son oncle était Georges. Il était nommé son oncle, je suis nommé dans mon père. Mais j'ai une autre histoire. J'ai une autre histoire. Mhm. Mon nom, c'est pas Simon, Ah. c'est Simonevich. Ah, Mais avec tous les préjugés contre les immigrants aux États-Unis, ils ont ok. changé le nom à Simons, moins Ah, ethnique, et parce qu'il était un peu battu par les gens qui disaient Simonovich the son of a bitch. C'est la vraie histoire. Hein? Donc, les préjugés ne sont pas nouveaux. ah oui, il y a les préjugés partout, hein, même les noms, il y a des préjugés. OK. Bon, Ok, j'espère que merci. c'était utile pour vous et Oui, c'est très utile, on merci peut rester beaucoup. en contact si tu veux. Et Bien sûr, bien sûr. je voudrais bien savoir plus de ce que vous trouvez et ce que vous faites avec cette partie d'une thèse ou OK. Bon, oui, Merci beaucoup. Merci de beaucoup. rien. De m'avoir Malheureusement, vous n'êtes pas ici pour un café, mais prochaine fois peut-être. avec plaisir. Dites à souvenir qu'une chose qui me manque fortement, c'est presque tous les semaines, je suis allé à Cannes pour boire un café et blavarder avec elle, blablabla, bla, 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 tous les semaines. Et pour les derniers 3 mois, rien. Donc, on s'appelle de temps en temps. Je lui OK, bonne dirai. chance et merci de l'opportunité de parler avec vous. Et oh, euh, il me faut le stop recording.